des questions, soit à Jackie, soit à Simon, sur les pratiques, sur les questions du je remonte au premier sujet, c'est comment vous pouvez regrouper 30 personnes, 30 emplois dans un tout petit village, puisque vous avez une trentaine de... Une vingtaine de personnes. Parce que c'est des villages qui sont plutôt villages dortoirs, les gens vont travailler à Aurillac ou je ne sais pas où. Donc c'est assez facile de monter une agence dans un tissu aussi peu habité. Bon, ça s'est fait petit à petit, hein. On n'est pas... Au début, j'étais tout seul, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 5. Ça s'est fait petit à petit, quoi. Voilà, et aujourd'hui, j'ai plutôt tendance d'ailleurs. On est au pic 18 aujourd'hui. Bah, en fait, on travaille sur un territoire élargi, hein. C'est-à-dire que notre rayon d'action, c'est 2 heures autour de Rouget, quoi, hein. Mais nos sujets privilégiés, c'est vraiment travailler dans les territoires ruraux et périurbains, plutôt du Massif central. Alors des fois, on sort un peu, je sais pas, on fait des études urbaines, par exemple, dans le Lot-et-Garonne, mais on travaille beaucoup vers Clermont-Ferrand, Limoges, voilà, dans tous les départements limitrophes, le Lot, l'Aveyron. Voilà, donc on fait pas mal de routes, hein, mais c'est des territoires qui ne sont pas très habités, mais qui aussi n'ont pas beaucoup d'architectes, hein, ou alors des pratiques qui sont très conventionnelles. Et nous, depuis la création de l'agence, on s'évertue à garder une ligne, quoi. C'est-à-dire, voilà, on refuse des projets, hein, régulièrement. Quand on sent qu'on n'est pas... Enfin, comment dire, que éthiquement, ça nous satisfait pas, on préfère ne pas le faire, quoi. Voilà. Ça m'est même déjà arrivé d'écrire au maire d'Aurillac, par exemple, pour lui dire que... Enfin, c'est une anecdote intéressante, parce que c'est presque le projet qu'on n'a pas fait dont je suis le plus fier. La ville d'Aurillac a acheté 90 hectares sur un versant nord pour faire un lotissement. Et en fait, il travaillait avec un bureau d'études pour développer en fait, tout un projet urbain sur ces 90 hectares. Ça, c'était il y a à peu près 10 ans, hein. Et en fait, le bureau d'études travaille avec un architecte qui a démissionné. Et puis, en fait, le bureau d'études m'a demandé de prendre la relève, la suite. Et j'avais pas regardé le sujet. J'ai dit, ouais, pas de problème, ok. Et puis, quand on sort le programme et tout ça, le lieu, on se dit, non, mais c'est pas possible, on peut pas construire là. Un versant plein nord, en pleine nature, un lieu absolument magnifique. Bon, certes, pas loin d'Aurillac, mais... Et en fait, on n'a pas pu travailler. J'ai écrit un courrier au maire d'Aurillac en lui disant, non, mais là, franchement, il ne faut pas construire à cet endroit-là. Et il aurait été très surpris. Il m'a demandé un rendez-vous. On a discuté. Et puis, il a revendu son terrain. Voilà. Et je crois que c'est le projet qu'on n'a pas fait dont je suis le plus fier. Parce que, en fait, si vous voulez, il faut vraiment changer de paradigme. Il faut complètement changer notre manière de... Voilà, donc, on est très sélectif. Ça, en fait, voilà, pour illustrer le fait qu'on est très sélectif sur ce qu'on fait. Et on préfère ne pas faire si c'est pour mal faire, quoi. Mais voilà, on sort de nos bases. Et voilà, on ne travaille pas dans un périmètre de 20 km, quoi. Auquel cas, on n'aurait jamais assez de travail. Je suis complètement d'accord avec vous. Vous avez des projets de réhabilitation, parce qu'on avait beaucoup de projets neufs. Oui, on fait plus que ça. Mais ils ne sont pas livrés encore. Mais d'ailleurs, j'ai commencé qu'avec ça, que les petits projets de réhabilitation. Et là, c'est vrai que c'était plutôt pour le corréler à la question de l'intervention de monsieur sur les ressources bois, tout ça. Voilà. Mais là, par exemple, on est en train de livrer un projet assez important pour la ville d'Aurillac, qui est la transformation d'une ancienne école primaire et élémentaire des années 60 en un centre social et une salle de musique actuelle. Donc il y a une extension quand même. Mais le gros sujet, c'est quand même la réhabilitation de ce patrimoine 20e. Aujourd'hui, 80% de notre activité en archi, j'entends parce qu'on fait beaucoup d'urbain, c'est de la réhabilitation et du patrimoine 20e, avec des gros enjeux sur le caractère qu'on donne à ces transformations, c'est-à-dire de ne pas dénaturer en fait, le patrimoine 20e qui a aussi ses qualités, et dont et parfois on le voit que comme des surfaces, quoi, enfin, il n'y a pas une vision un peu éclairée de comment on peut réhabiliter un patrimoine 20e, quoi. Et ça va être les étudiants qu'on forme à l'école d'architecture de Clermont, ils vont faire que ça, hein. Enfin, dans toutes les écoles. Ils vont faire que de la réhabilitation demain. Le neuf, ça va devenir l'exception, quoi. Et c'est tant mieux. Quelle
votre méthode un peu pour se rapprocher des ressources locales et humaines quand vous arrivez sur un lieu en fait Bon, enfin, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on regarde quels sont les gisements en fait. Les gisements en termes de matériaux, en bois, pierre, terre cuite. Là par exemple on est en train de faire les locaux du PNR, donc du Parc naturel régional des Causses du Quercy dans le Lot. Et en fait avant de commencer le projet, on a regardé un petit peu toutes les ressources qu'on pouvait mobiliser. Et par exemple, et du coup c'est ce travail préalable qui ensuite fabrique le dessin. Vous voyez, par exemple, on a observé qu'il y avait encore une briqueterie pas très loin, et donc on a dessiné le projet avec des fortes pentes, tout ça c'est couvert en tuiles terre cuite artisanales, les sols sont en terre cuite à l'intérieur, ou en bois, ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire que c'est ce travail préalable qui ensuite nous donne l'idée du dessin, comme la halle de Ghana par exemple. La halle de Ghana, jamais on n'aurait fait une toiture comme celle-là pour une halle si on n'avait pas su qu'il y avait une entreprise de réinsertion qui faisait les bardeaux en châtaigne. Donc c'est un travail plutôt voilà, d'aller chercher ces ressources, et puis ensuite la question des ressources humaines, on la convoque plutôt dans les études urbaines, sous forme de ce qu'on appelle des résidences. Nous, quand on fait une étude urbaine dans un territoire, on se déplace, enfin à 3 ou 4, et on reste plusieurs jours, et on organise ce qu'on appelle des guichets ouverts aux habitants. On les rencontre, parce qu'eux, ils ont l'expertise de l'usage. Nous, on est des experts de l'espace, mais pas de l'usage et de l'histoire du territoire. Donc, en fait, on fait des sortes d'opérations un peu commando où, au bout de 3 jours, on devient un expert d'un territoire alors qu'on ne le connaît pas avant, quoi. Et ça, c'est justement en convoquant en fait, toutes ces ressources humaines qui en fait, nous racontent leur territoire et la manière dont ils l'habitent. Et ensuite, on fait des réunions publiques, etc. Sur des projets d'architecture, c'est un peu différent, quoi. C'est plus un travail plutôt en chambre, plutôt de collecte sur Internet. Ensuite, on va voir le scieur, le gars qui fabrique la terre cuite. Voilà. Et une démarche d'aller à la rencontre quand même. Ah oui, directement. Oui, bien sûr. C'est pas juste on clique sur Internet, on Ah non. au téléphone, on appelle. Non, on va sur place. De toute façon, Parce que là encore, c'est un territoire peut-être moins dense en fait que par exemple le littoral ici. Moi, je suis architecte sur le littoral, par exemple. Alors, j'adorerais dire, je vais aller trouver le Douglas proche pour aller construire ma prochaine maison au Saturbois pour un prochain client, mais j'ai du mal encore à visualiser cette démarche en fait. Ça se fait beaucoup avec le charpentier, hein. Voilà, parce que en fait, on a un réseau d'entreprises, une espèce de connivence qui fait que, en fait, on sait aussi, il va nous dire voilà, bon, je vais aller taper chez tel scieur. C'est dans la discussion, quoi. Je vais donne un autre exemple. On a livré des cabinets dentaires il y a quelques années, et en fait, on avait prescrit des plafonds acoustiques en bois, ajourés. Et en fait, je suis allé à la scierie pour aller choisir le bois. Et en fait, à un moment donné, on passe à côté d'un gros tas de bois, et puis le scieur, il me dit je ne sais pas quoi faire de ce bois. C'est du bois exotique que j'ai là depuis 20 ans. Ça m'emmerde. Je vais tout brûler. Et en fait, je regarde le bois et je dis mais il est super beau ton bois. On ne pourrait pas faire du latage avec ça? Il me dit si. Et en fait, on a fait un latage en bois exotique, ce qui est aberrant en soi. Mais en réalité, en fait, il végétait dans la scierie depuis 15 ans. Et donc on a fait tous les latages avec ce bois qui était du coup qu'il allait foutre, qu'il allait faire je sais pas quoi, du bois énergie avec, ce qui était complètement con, quoi. Le bois, parce que le bois exotique, moi je suis contre, pas pour ses qualités, je suis contre parce qu'il faut le déplacer, etc. Mais à partir du moment où il était là et qu'il ne savait pas quoi en faire, en fait autant le valoriser, quoi. C'est juste un exemple, hein, mais... Comment vous arrivez à sélectionner des entreprises locales sur des marchés publics? On triche un peu, en fait. On triche un peu. En fait, on construit le cahier des charges de telle sorte que, en fait, comment? Ça ferme un peu. Et puis surtout, ensuite, on va... Par exemple, on a construit un immeuble de 42 logements, des commerces, des bureaux. Donc un truc un peu important, quoi. Donc c'était sûr que ça allait être un grand groupe qui allait rafler le marché, quoi, a priori. Et en fait, on allait voir, j'ai mis 3 entrepreneurs familiaux, quoi, enfin 3 petites entreprises de famille autour d'une table, et je leur dis faites
faites une réponse commune, quoi. Mettez-vous d'accord. On a travaillé ensemble tout l'appel d'offres. Et en fait, ils ont eu la meilleure offre. Et ça s'est super bien passé. Et ça a donné du travail localement. Voilà. Donc en fait, il y a une espèce de travail de l'ombre, il ne faut pas se leurrer, hein, mais qui va dans le sens du territoire, si vous voulez. Ça ne marche pas toujours. Hein. On a fait, 3 ans après, on a fait un projet à Pont du Château, à côté de Clermont. Alors là, c'est une entreprise, c'est un grand groupe qui l'a raflé. Les bois venaient d'Autriche, tout ça, on était dégoûtés. Hein. Mais on peut pas le faire à tous les coups, quoi. Et, oui, absolument. Et après, on arrive aussi à saisir des opportunités. Vous voyez, par exemple, en ce moment, il y a un label qui s'appelle bois certifié, bois certifié du Massif Central, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, BTMC, donc bois du territoire du Massif Central, ou tout comme ça. Donc en fait, c'est une certification. Et en fait, donc là, on suggère en fait, à nos maîtres d'ouvrage de s'inscrire dans cette démarche-là pour être certain que le bois du Massif Central va être mis en œuvre dans leur projet. Et ça, par exemple, on l'a fait justement pour le PNR du Causse du Quercy. Et donc là, tous les bois, là, ils viennent du Massif Central. Alors, pas forcément, c'est pas aussi vertueux que... ça vient pas de la commune, mais ça vient dans un périmètre restreint, quoi. Donc ça, c'est déjà beaucoup. Hein. Je pense que localement, vous avez un gisement, un maritime, par contre, qui pourrait être intéressant à valoriser. Parce qu'on a l'impression qu'ils partent tous chez Pifto ou autre, quoi. Alors qu'il y a des grumes qui sont extraordinaires. Et cette filière, elle mériterait d'être développée. Une filière locale qui tombe. Je regrette, parce que j'ai coupé un pain il n'y a pas très longtemps pour apporter une maison, et c'est vrai que le pain est une partie. Hein, et oui, c'est vrai qu'on pense, on se dit, mais on aurait pu le stocker, créer des grumes. Il faut qu'il y ait une organisation locale de filière. Enfin, il faut une organisation locale de filière. Donc c'est ce qu'on a fait, on a mis en place donc on a un groupe avec une scierie mobile, parce qu'on n'est pas une région forestière. Et donc on a des gens qui le savent maintenant et qui nous appellent en disant voilà, j'ai 5 mètres cubes, j'ai 10 mètres cubes. Et puis on se retrouve finalement avec comme organisateur de chantier. Hein, là, au mois d'août, on va scier des arbres de pays pendant 15 jours. Et on arrêtera parce qu'on a envie d'arrêter. Et c'est jamais fini. Parce que quand le chantier est lancé, les gens viennent en disant bah, j'en ai chez moi, je voudrais bien les scier. Oui, mais il faut qu'on s'organise. Voilà. Donc ça, c'est un problème de local. Trouver la personne passionnée par le bois, qui contacte une scierie et qui organise un chantier de sciage avec de la communication autour du chantier, pour faire venir les gens et petit à petit ça se sait, c'est comme ça qu'on monte en puissance. Les bardeaux châtaigniers étaient des bardeaux sciés ou fondus? Fondus. Ah, c'est rare. Ouais, une entreprise absolument incroyable. Super produit, ouais. Les bardeaux de châtaigniers.